Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Manu Agriculteur par Passion. Bah vous voyez, on est dans le maïs et il est quand même pas mal. Voilà, je fais 1m80, vous voyez. Il est à plus de 2 mètres, 2m50, ouais plutôt. Sauf toujours la petite partie où j'ai eu du topin là dans le milieu. J'ai sur 3 hectares, un demi-hectare qui vaut que dalle. Et puis tout le reste c'est plutôt pas mal et puis il est en bonne terre donc voilà, il a pas trop soif. Bon vous voyez là c'est déjà beaucoup moins haut. Mais bon, je pense qu'il va se rattraper. Donc ça c'est une ancienne herbage là. Puis on voit la parcelle que j'exploite depuis longtemps. On voit une nette différence quoi. Bon pas évident de filmer en même temps que faire la vidange, mais vous voyez, là je fais ma vidange sur la moissonneuse. Et écoutez, ça sent la moisson. On n'a pas d'orge nous cette année, pas d'orge d'hiver. Donc la première des choses, je pense que ce sera du colza, mais il y a encore pas mal de verre aussi, donc pas avant 7-8 jours je pense. Mais bon, ça, j'en profite pendant que j'ai un petit peu de temps, parce que je pense qu'on va essayer de rentrer un petit peu de lin avant. Et voilà, il pleut, on a un orage tout de suite, donc c'est le bienvenu sur les pommes de terre en tout cas. Et puis voilà, donc j'ai un peu le temps de peaufiner la moissonneuse. Bon, le gros avantage sur une moissonneuse, c'est que vous voyez, on a juste à mettre l'auger en bas. On a une petite vanne au moteur là-haut. Et la vidange par gravité, voilà, descend dans le bac en direct. Donc je la fais tout le temps, juste avant de démarrer la moisson, quoi. Ouais, je la fais tout le temps avant de démarrer la moisson parce que, écoutez, l'huile, elle aime la moissonneuse, elle n'a pas tourné du tout de l'hiver et presque pendant un an. Donc il y a des condensations qui se forment dans les huiles et tout ça. Donc c'est quand même toujours préférable, je trouve, de la vidanger une fois par an, même si elle fait que 100 et quelques heures de moteur. L'huile pourrait faire bien plus, mais en fait c'est plus la durée d'immobilisation qui prévaut là-dessus, quoi, sur les heures. Bon, dans le champ de lin, après avoir eu 7-8 mm, vous voyez, ça fait comme un brouillard là, donc le rouissage là, et c'est parti. Ça c'est du bon temps pour le lin. Le bon temps normand. Bon, en plus là, ça a bien trempé là. On a traversé la nappe sans problème. Donc là je pense que la récolte est vraiment pour bientôt. Bon, ce matin, on est parti pour commencer le lin d'hiver. Là, on a une parcelle qu'on avait arrachée très de bonne heure au mois de mai. Et du coup, on a attelé le 500 donc avec la fourche, la pince. Et j'avais une Altimas, vous savez, qui était sur la trémie avant du semoir, là, avec le 722 pour équilibrer. Et l'avantage de l'Altimas, c'est que, en fait, le passage du chariot, on peut accrocher le chariot tout en ayant la masse d'une tonne 2 dessus, parce que il faut quand même une petite masse pour dans le champ, c'est quand même un peu plus équilibré quand même. Bon, les 2 premiers chariots sont faits, prêts pour le départ. Bon, je vais quand même vous raconter une petite anecdote. L'autre jour, je parlais avec un voisin qui n'est pas du tout agriculteur de la PAC, des primes PAC qu'on touchait à l'hectare et tout ça et tout ça. Et il me dit, tu sais, on peut voir sur un site des DTM, on peut voir combien touchent les agriculteurs de leur PAC. Alors, je ne sais peut-être pas réactualiser tous les ans. Enfin, je sais, moi j'ai regardé pour moi et c'est vrai que ça datait de vieux et dedans il n'y avait pas que la PAC, il y avait une autre aide pour un équipement que j'avais pu acheter. Et puis alors du coup j'ai fait une petite recherche aussi, je dis tiens je vais regarder aussi par exemple une ville comme Caen, qu'est-ce qui peut toucher la PAC à Caen? À Caen c'est une ville qui fait 100, je sais pas avec l'agglomération 150 000 habitants.
je crois qu'il n'y a pas d'agriculteurs connus dans cette ville-là. Et puis j'étais quand même très très surpris parce que figurez-vous que donc il y a une grosse COP qui touche 4 millions et quelques euros. Bon, à la limite, une COP, on se dit, bon, ça reste dans l'agriculture, pourquoi pas. Mais alors, il y a aussi une troupe de théâtre, une cinquantaine de mille d'euros. Il y a aussi, pour nos bambins, un centre aéré. Il y a toutes ces choses-là. Donc, je ne veux plus l'entendre, quoi, que la PAC coûte cher aux Français ou cher aux Européens. Pour payer l'agriculture, mais en fait, il y a une grosse partie de la PAC qui va plus du tout à l'agriculture. Donc, je ne sais pas si dans mes auditeurs, il y a des gens qui peuvent me répondre à ça, mais je trouve ça quand même hyper choquant, quoi. Donc, avec tout ce qui se passe là, vous avez entendu aussi parler du Mercosur. Donc là, il y a encore une nouvelle loi qui vient de s'appliquer au Mercosur, c'est-à-dire que si, par exemple, la France a un niveau d'exigence en termes de normes hyper importante et que le Brésil, par exemple, ne peut pas y répondre, en fait, ce sont les normes françaises qui vont être réduites pour l'importation dans le cadre du Mercosur. Donc, je pense que là, le pays marche sur la tête, le pays, je pense que même l'Europe marche sur la tête. Et va falloir vraiment qu'il y ait des choses qui bougent parce que ils vont juste nous faire crever, quoi. Faut juste reconnaître ça. Alors bon, on n'est pas les plus à plaindre. Nous, on est encore même une région, vous avez vu, assez tardive. Bon, j'espère quand même que les rendements vont être corrects. Mais moi, je trouve ça déplorable. Et je m'apitoie pas sur mon sort, hein, mais quand je vois comment notre pognon est géré et à qui il va, je suis vraiment, vraiment écœuré. Donc il y a quelques temps, je vous parlais aussi vous savez, des gueux, du livre d'Alexandre Jardin là, sur les ZFE, mais j'espère qu'Alexandre Jardin va faire un petit livret aussi, un petit fascicule, et qu'il va le distribuer à nos députés et nos sénateurs sur l'agriculture, parce que là, honnêtement, là, ça colle plus. Vous voyez les exemples que je vous citais plus tôt, mais je pense qu'en grattant et en cherchant, il y en aurait des dizaines comme ça. Donc, comment voulez-vous nous imposer des normes environnementales de plus en plus dures et parfois complètement farfelues, et à côté de ça, importer tout un tas de merde. L'autre jour, je lisais, je me suis servi de ChatGPT justement pour qu'il me cite à peu près toutes les matières actives qui étaient utilisées par exemple sur le blé ukrainien, parce que vous savez qu'on a accepté aussi l'importation de blé, de maïs, de poulet, d'œufs et de miel de l'Ukraine sans taxe de douane. Donc il faut savoir que tous ces produits-là qu'ils vont nous livrer ne répondent pas du tout aux normes européennes. Et il y a à peu près, j'ai compté sur du blé par exemple, il y a à peu près une dizaine de matières actives en passant surtout par des insecticides qui sont bannis de nos exploitations depuis plus de 10 ans et qui sont toujours autorisés. Donc on va manger, forcément, je crois que c'était... Si tous ces produits-là sont si dégueulasses, mais alors pourquoi les importer alors? Donc voilà, on en est là en France parce que réellement, on n'a aucun politique qui met les plaies dans le plat. On dit tout le temps, ah bah oui, mais c'est dur. Mais alors donc, à quoi ça sert d'aller voter? Si c'est si dur, faut plus aller voter. Puis on reste comme on est pendant encore 50 ans. Enfin, je pense pas que notre système dure encore 50 ans comme ça. Mais donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule de la fin de vidéo. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne semaine, une bonne moisson, une bonne récolte. Voilà, je sais qu'il y en a qui se terminent. Nous, on n'a pas démarré, on n'est pas prêt de démarrer. Je pense que le blé et tout ça, pas avant une dizaine de jours, dans mon coin en tout cas, qui est assez tardif. Donc voilà, écoutez, bonne semaine à tous, salut!